Bonsoir, bienvenue à Mediapart dans nos locaux parisiens pour ce en direct de Mediapart hebdomadaire. Un Mediapart doublement spécial. D'abord parce que demain nous aurons 9 ans, précisément le 16 mars. Nous sommes créés un 16 mars 2008, c'est le 9e anniversaire de Mediapart. Et du coup, demain, toute la journée, Mediapart sera en accès libre. Il n'y aura pas besoin de payer pour visiter Mediapart et découvrir l'ensemble de notre production depuis 9 ans. Et en même temps, il y aura des chats toute la journée avec l'équipe de Mediapart. Vous pourrez poser toutes les questions, toutes les curiosités, toutes les interrogations que vous avez sur ce journal un peu exceptionnel, totalement indépendant, totalement numérique, totalement participatif. Et puis... j'ai dit totalement participatif. Mediapart, c'est un carrefour, c'est un endroit de lien, de relation, avec chevillé dans notre conviction cette idée que le droit de savoir, le droit à l'information, eh bien, c'est le droit de tous, sans aucune frontière, sans distinction liée à la naissance, à l'origine, à la condition sociale, à l'apparence, à la croyance. En clair, l'idéal de l'égalité qui est au cœur de l'idéal de la République. Et c'est la deuxième dimension de ce Mediapart Live exceptionnel, c'est que nous nous retrouvons avec nos amis, nos confrères, consoeurs du Bondi Blog. Je suis avec Nassira El Moghadem, qui est la directrice du Bondi Globe, qui anime le Bondi Blog. Moghadem, j'ai dit mal tout à l'heure, pardon, excuse-moi. Et c'est un événement que nous avons déjà fait. Nous l'avons fait en 2015. C'était pour les 10 ans des révoltes populaires de 2005. Nous étions avec le Bondi Blog, comme nous allons le faire ce soir. En accueillant le Bondi Blog, c'est aussi donner la parole aux quartiers populaires, à leur résistance, à leurs inventions et au fond être ce lieu de partage. Nous avons tenu à faire cet événement d'autant plus, même s'il était en route depuis quelque temps déjà, parce que nous voulions aussi dire très solennellement notre solidarité avec le Bondi Blog face aux attaques, au dénigrement totalement injustifié dont il est victime. Et nous voulions illustrer ici même ce que les sociétés des journalistes de Mediapart, de BFM TV, de TF1, de RMC, de Libération et de France Inter ont souligné. Le soutien au Bondi Blog, c'est soutenir un journal important, car sans lui, beaucoup de voix des quartiers populaires, des grandes villes françaises ne seraient pas entendues. Le Bondi Blog a trouvé sa place dans l'écosystème médiatique par son apport éditorial. Il sert aussi de tremplin à toute une génération d'ouvriers et d'employés qui, sans lui, rencontreraient plus de difficultés pour devenir journalistes. Voilà. C'est ce que je voulais dire en accueillant Nassira et toute l'équipe du Bondi Blog que vous allez voir et qui est là présente. Nassira, je te laisse présenter le premier plateau de cette soirée qui comptera 4 moments. D'abord, je te remercie. Non, c'est normal. On remercie Mediapart de nous accueillir pour cette belle soirée. D'abord, premier plateau sur effectivement le rapport entre la police, l'institution policière et les habitants des quartiers populaires. Avec nous sur le plateau, Adama Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Alors, important de le préciser, vous êtes un homonyme d'Adama Traoré, ce jeune homme de 24 ans mort dans la gendarmerie de Persan, mais vous n'avez aucun lien de parenté, je voulais juste le préciser. Vous êtes fondateur du mouvement La Révolution en marche, à Aulnay-sous-Bois. Est en marche. Est en marche, donc Voilà, elle l'est déjà. On est à des années-lumière de Macron. Je vais bien le préciser au cas où. Voilà. Peut-être le préciser aussi, c'est un regroupement citoyen, donc, et vous êtes originaire du quartier de la Rose des Vents. Oui, dit les 3000. Dans les 3000, à Dit les Aulnay-sous-Bois. Absolument. Et vous êtes également responsable de l'antenne jeunesse. Je suis responsable d'antenne jeunesse pour la ville d'Aulnay-sous-Bois. Voilà. Bienvenue à vous. Merci, c'est gentil. Axel Ronde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général police CGT Île-de-France. Oui. Bienvenue à vous. Gardien de la paix. Et gardien de la paix. Oui. Slim Benachour.
Bonsoir, nous vous connaissons très bien au Bondi Blog. Nous vous avons interrogé il y a très récemment. Vous êtes avocat près la Cour d'appel de Paris, et vous avez défendu les plaignants qui ont eu gain de cause récemment, puisqu'ils ont réussi à faire condamner l'État en cassation pour des contrôles d'identité discriminatoires, et on aura l'occasion d'en reparler durant cette soirée. Et enfin, Jérémy Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, post-doctorant à l'IRIS EHESS, spécialiste des questions policières en France et en Allemagne. Et c'est important de vous avoir aujourd'hui parce qu'effectivement, la question des violences policières, la question globale de la relation entre les habitants des quartiers populaires, les habitants des banlieues et la police, l'institution policière a fait l'actualité ces dernières semaines. Nous l'avons dit avec la mort d'Adama Traoré, avec le viol dont a été victime Théodore, jeune habitant d'Aulnay-sous-Bois. La première question à vous, Adama Traoré. On l'a dit, vous venez donc de la Rose des Vents, les 3000 à Aulnay-sous-Bois. Il y a eu plusieurs manifestations à la suite de cette agression extrêmement brutale. Quel constat vous faites très concrètement au quotidien, à la fois en tant que responsable antenne jeunesse, mais aussi en tant que fondateur de ce mouvement citoyen? Quel constat vous faites sur la relation justement entre la police et les habitants, notamment les jeunes, à Aulnay? Le constat, il est très critique, il est très désastreux, dans le sens que les 4 policiers ont été libérés, tout simplement. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette justice à 2 vitesses. Beaucoup de personnes se sentent violées, tout simplement. Car à un moment donné, nous sommes dans un pays qui est riche, un beau pays, qui est basé sur 3 valeurs essentielles, comme l'a pu le dire à l'introduction: liberté, égalité, fraternité. Comme je parlais avec mon ami Axel, parce que c'est un ami, avant d'être un policier, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont oublié ces valeurs-là. À un moment donné, il y a une institution policière qui est basée sur ces valeurs-là. Et lorsqu'on voit ces atrocités qui ont été commises dans notre territoire français, surtout dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, 3000, à un moment donné, ça prouve qu'aujourd'hui, les valeurs de la République sont bafouées. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Rapport population-policier dans les quartiers, c'est classique. Parce qu'à preuve du contraire, mon grand frère a connu des bavures policières. Non. Des individus en uniforme bleu qui ne méritent pas cet uniforme. Moi-même, j'en ai connu. J'ai des stigmates à vie. Des petits frères en ont connu. Et aujourd'hui, on en a connu encore avec l'histoire tragique de Théo. Je ne dirais pas un viol. Je dirais plutôt un acte de barbarie en réunion. 4 personnes. Et un autre policier qui n'a jamais été inquiété, je ne comprends pas pourquoi, qui faisait, comme on dit chez nous, le pu. Et il n'a jamais été inquiété pour regarder les vidéos. Et c'est ça le vrai constat. Quelle est la justice aujourd'hui? Quel est le rôle de la police? Comment sont-ils formés? Lorsque j'entends qu'un policier aujourd'hui, il a 12 heures de formation au tir annuel. Axel pourra vous le confirmer, ils ne pratiquent même pas leurs 12 heures de tir. À un moment donné, il faut placer les bonnes questions. Je ne suis pas venu ici pour parler guéguerre entre 2 bandes rivales. Ça, il faut passer à autre chose. Il faut se poser les bonnes questions aux Français. Je sais que Mediapart, soi-disant, parce que je ne connais pas les médias, je ne savais pas où je venais, la vérité. Je suis carrière, moi j'ai déjà vu, je me suis mouillé à la moustache, je l'ai déjà vu à la télé, et j'ai même partagé une de ces vidéos qui m'a fait énormément plaisir. Mais nous, vu de l'autre côté, on se dit comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans des plateaux télé comme BFM, comme CNews, comme etc., on ne sommes jamais invités. C'est nous les premiers concernés, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, le constat, il est là. C'est un constat amer. Mais par contre, lorsque je dis des bavures policières, ça n'existe pas, je le pense profondément. Car une bavure, c'est un accident à la base. Il faut remettre les choses dans son contexte. Et beaucoup de médias font l'amalgame, ils disent des bavures policières, ils mettent les 120 000 policiers, on va dire les 240 000 policiers contre les gendarmes, dans un même sac. Et ça, c'est une très grosse erreur de beaucoup de médias qui font l'amalgame. Et à qui profite le crime? Aux politiques et aux médias. Car beaucoup de médias vivent de la publicité, vivent de, je ne sais pas, et ils ont oublié leur vrai rôle. Pour moi, un média, c'est le tampon entre les institutions et la population. Et ce n'est pas fait au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que dans les quartiers populaires, on déteste les journalistes, tout simplement. Mais sauf nous. Je ne connaissais pas Mediapart, la vérité. Non, mais le Bondi Blog. Je connaissais monsieur. Bondi Blog, moi, je n'ai pas été invité par Bondi Blog. C'est pour ça que je posais la question. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que vous êtes Bondi, est-ce que c'était à côté dans le nez? Je n'ai pas été invité jusqu'à Bondi. Alors qu'aujourd'hui, on a été à Nantes, on a été à Roubaix, on a été à M, on a été à Bobigny. Aujourd'hui, on soulève beaucoup de quartiers. Mais Bondi Blog ne nous ont pas encore invités. On sera fait la prochaine fois. D'accord pour dire qu'il y a des policiers, des journalistes, etc. Mais je voudrais dire à ceux qui nous écoutent d'aller sur Facebook en tapant La Révolution est en marche, et notamment les candidats, pour lire votre lettre à la République et donc aux candidats, qui dit nous, on a envie de parler politique, celle qui est noble, celle qui ne consiste pas à dresser une partie de la population contre une autre, celle qui ne parle pas à nos démons, à nos pulsions, à nos réflexes primitifs. Voilà.
si vous êtes candidat à la présidence de la République, allez lire ce que Adama Traoré et ses amis ont envie de vous dire. Je vais en profiter, j'aurais bien aimé avoir Marine Le Pen en face de moi. Je suis vraiment sérieux. Et Frédéric Lagache, le secrétaire général adjoint de Alliance Police Nationale, dont le 6 février 2017 sur France Info a tenu des propos ignobles pour un représentant des forces de l'ordre. Alors là, on n'a pas Alliance, on a Heureusement. l'autre versant, on a la CGT. Qu'est-ce que vous répondez sur le constat sur le climat? Vous êtes plutôt d'accord, j'imagine, sur la rupture? Bien évidemment, c'est une rupture que nous dénonçons depuis des années, déjà depuis la perte de la police de proximité, où nous étions très proches de la population. Il y a eu des gouvernements successifs, ces, je vais dire, 14 dernières années, qui ont fait la politique du chiffre en mettant la pression sur les fonctionnaires de police pour obtenir du résultat. Mais du résultat à quel prix? J'ai envie de dire, à quel prix pour le moral des policiers? Je rappelle quand même qu'il y a un policier qui se suicide chaque semaine dans l'indifférence la plus totale. Je rappelle aussi que nos chefs de service ont des primes sur le résultat. Il faut arrêter de se voiler la face. Ce sont des primes qui peuvent montrer jusqu'à 80 000 euros par an. C'est quand même énorme. Quand vous dites sur le résultat, sur quel résultat? Tous les résultats, je ne peux pas vous dire exactement. Chaque circonscription, c'est très opaque. Nous, on n'a pas accès à tout ça. Ça va être du contrôle d'identité, ça va pouvoir être du timbre-amende, ça va pouvoir être le nombre d'interpellations pour des produits stupéfiants. Tout dépendra de la criminologie. C'est du chiffre, c'est pas des résultats au sens durable par rapport à la criminalité ou à la délinquance. C'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. C'est du chiffre pur, du chiffre bête, j'ai envie de dire. On est en train de se couper de la population et ça, c'est pas possible. Ça ne s'est pas arrêté avec la gauche Ah non, non, mais Monsieur Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, nous a dit effectivement la politique du chiffre est catastrophique, mais je n'ai rien d'autre pour vous évaluer. Donc il a dit ça au directeur de la police nationale. Donc vous voyez... ça n'a pas changé, bien évidemment. Ça, c'est triste. Une question quand même par rapport à cette rupture. Bon, la CGT police, c'est donc 3,5% aux élections professionnelles. Bon, les minorités sont parfois l'avenir, ce n'était pas du tout un jugement, simplement un état de fait. Comment vous vous adressez, vous, syndicalistes policiers, gardiens de la paix, qui est un très beau nom, gardien de la paix, le nom ancien qu'il faut réhabiliter, comment vous vous adressez à vos collègues, comment vous essayez de faire bouger les choses à l'intérieur de l'institution policière? J'ai envie de dire, malheureusement, c'est nos collègues qui viennent nous voir, parce que ce sont des collègues qui sont, comment on va dire, en rupture avec la police nationale, on va dire, qui ont eu énormément de problèmes, mais des problèmes légitimes, j'ai envie de dire, qui sont harcelés, qui sont discriminés. Ils viennent vers nous parce que les syndicalistes dits maison ne font pas leur rôle. Ce sont du corporatisme dans la police nationale. Ces syndicalistes ne défendent pas. On peut pas. J'appellerais même pas ça un syndicat. Ce ne sont pas des syndicats. Ce sont des gens qui vendent du rêve à des collègues, qui leur disent « T'inquiète pas, on va s'occuper de toi pour ta mutation et pour ton avancement ». Il faut savoir que la majorité des policiers en Île-de-France ne sont pas issus de l'Île-de-France, veulent retourner en province. Ça, c'est un gros problème. Donc on leur fait miroiter des choses, donc on leur fait faire un peu aussi n'importe quoi, et on se retrouve avec des policiers qui se sentent, qui ne sont pas du tout défendus. Donc on a pu voir des révoltes à l'automne dernier, parce qu'il faut savoir quand même que les policiers, c'est un ras-le-bol. Alors on nous a essayé de nous vendre en disant que c'est un problème de légitime défense, un manque de moyens matériels. Certes, c'est vrai qu'il y a un problème, mais il n'y avait pas que ça. C'est un problème de hiérarchie. Cette hiérarchie qui nous écrase, qui nous tue. Faut appeler un chat un chat. C'est ça le problème, c'est ça le SOS que disaient les fonctionnaires de police. Bien évidemment, ça a été monté en épingle par les journalistes, par certains médias, parce que forcément, il fallait, homme politique, il fallait dire que c'était le Front National qui était derrière. Bon, c'est facile, j'ai envie de dire, tout le monde. Alors que non, c'était des fonctionnaires de police qui exprimaient un profond ras-le-bol, de la politique du chiffre, parce qu'on en est victime. Certaines populations en sont victimes, mais les policiers eux-mêmes en sont victimes. C'est ça, c'est cette rupture qu'il va falloir faire. La question hiérarchique, je signale juste, on a fait cette enquête à propos, après le viol ou les violences terribles, barbares, dont a été victime le jeune Théo à Aulnay, sur justement le commissariat d'Aulnay, sur sa hiérarchie, sur son ambiance, et y compris avec le témoignage. Il a demandé l'anonymat d'un de vos collègues, d'un policier, qui a décrit tout cela de l'intérieur.
qui a pris ce risque, et c'est un policier expérimenté qui est là depuis longtemps, on le voit. Le policier d'Aulnay-sous-Bois dénonce les dérives de ses collègues, et il l'a dénoncé au nom de cet idéal républicain. Moi, je l'appelle à venir rejoindre la CGT Police, à venir nous voir, et on va lui dire qu'il peut discuter, peut casser cet anonymat. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire les choses. Moi, j'ai dit les choses quand j'étais discriminé au niveau du syndicat. L'Humanité a fait un article sur moi. J'ai parlé à visage découvert. Il ne faut pas avoir peur. Justement, il faut parler à visage découvert et dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez parlé des conditions de travail des policiers, de la politique du chiffre. Peut-être qu'on reviendra aussi plus tard sur aussi le rapport aux minorités. La question raciale, je crois qu'elle est aussi importante dans l'institution policière, et c'est aussi un élément important pour comprendre pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Mais peut-être passer la parole à Slim Benachour, avocat près la Cour d'appel de Paris. Vous avez défendu les plaignants qui ont réussi à faire condamner l'État dans l'affaire des contrôles aux faciès discriminatoires. On vous a donné la parole dans une interview très récemment au Bondi Blog, et vous disiez, et ça m'avait beaucoup marqué, que le plus gros problème dans cette question, c'est en fait le déni. C'est celui qui consiste à dire en fait que ce problème, qui est visiblement partagé par tous ici, on ne vous a pas encore écouté, mais j'imagine que vous allez plutôt partager ce que nous avons dit, que ce problème-là, en fait, il n'existe pas. Oui, alors, à titre liminaire, je dois dire, parce que je suis avocat et je ne voudrais pas qu'on croie que je travaille seul. Je fais aussi partie d'un collectif. On ne change pas, on ne contribue pas au changement de la société tout seul. Donc, je fais partie d'un collectif qui s'appelle En finir avec le contrôle aux faciès, qui réunit des associations de quartier, la Maison des Solidarités, Pas à Pas, Belleville, la Ligue des droits de l'homme, le GISTI, Open Society, Human Rights Watch, et puis des syndicats de professionnels comme le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France. Tout ça pour vous dire que c'est important de serrer les coudes quand on aborde un tel sujet. Parce que ce sujet-là, à mon sens, sur le plan politique, c'est une clé pour comprendre la société française. Alors quand on parle de déni, c'est vrai que si je précise que je ne travaille pas seul, c'est que certes, dans les salles d'audience, je suis seul en tant qu'avocat avec mon confrère Félix de Bellois, mais quand on travaille à plusieurs, on va voir les politiques. On est à l'origine, notamment de l'engagement numéro 30 du candidat Hollande. On est à l'origine de plein de choses, de propositions de solutions. L'engagement numéro 30, c'est vrai qu'on l'a oublié, puisque ça a été pratiquement le premier engagement auquel Hollande a renoncé en juin 2012, c'est l'engagement de faire cesser les contrôles aux faciès. Voilà. Pour faire très vite, sur le plan politique, nous avons reçu comme réponse ce que les Français ont reçu pendant le quinquennat, quand il s'est agi, par exemple, des Roms, quand M. Valls dit qu'ils ne sont pas compatibles, quand M. Cazeneuve, tout compte fait, malgré l'engagement, dit que c'est un phénomène marginal quand il parle des contrôles aux faciès. Vous avez, en gros, une forme de continuum colonial, je trouve, qui va de Ferry jusqu'à Valls, en passant par Mollet et la guerre d'Algérie. L'appréhension de cette problématique-là de nos hommes politiques est prise sur le ton du mépris, sur un ton qu'on connaît dans l'histoire de la République, la République coloniale. Sur le plan judiciaire, très étonnamment, la réponse a été aussi la même. C'est-à-dire dans les Écritures, et Mediapart s'en est fait l'écho. En tant que citoyen, en tant que militant, j'étais quand même assez loin de considérer l'hypothèse que l'État, officiellement, dise, alors qu'il y a des allégations graves de discrimination raciale à l'occasion des contrôles d'identité, répondent sur le plan juridique, les règles d'égalité et de non-discrimination que vous mobilisez ne sont pas applicables. Ce qui est quand même absolument ahurissant. L'égalité, c'est 1799. La non-discrimination, c'est quand même des règles qui sont nées après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas discriminer. Pour faire très simple et pour faire très national, c'est quand même l'article 1er de la Constitution de 1958. On n'a pas le droit de discriminer. Eh bien, cet État, avec les gens qui ont formé l'exécutif, a eu le culot de nous dire que ces règles ne s'appliquaient pas. Alors, il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir parce qu'il y a des collectifs, il y a des journalistes, il y a des journaux, et puis il y a une justice aussi. Et je pense qu'il y a une justice qui n'était pas au courant de ces situations de contrôle systématique, de violence policière, parce qu'un juge, il faut le comprendre, il est tenu par
non pas ce qui se passe dans la vraie vie, parce qu'il n'a pas été témoin des faits, mais des problématiques de preuve. Et donc, on a gagné parce qu'on a inversé pratiquement la logique et on a posé la question au juge, est-ce qu'un État démocratique, est-ce qu'un État de droit peut arrêter comme ça les gens dans la rue, sans justification? Et c'est toute la logique du récépissé de contrôle. Le récépissé de contrôle, c'est quelque chose de très important parce que ça permet aux policiers de se poser la question de la légitimité du contrôle et à la personne qui est contrôlée de savoir le motif. Sur le plan juridique, c'est explosif comme argument. Et c'est ce qu'a dit la Cour de cassation. Elle a dit à l'État, vous ne justifiez pas des contrôles d'identité, vous êtes incapable de connaître le nombre de contrôles d'identité par jour, par semaine, par année sur le territoire français. Donc, je vous condamne. Alors, voilà, on en est là, et je pense qu'on est à un tournant. On a un tournant avec l'affaire Théo. Parce que je crois que les citoyens sont en train de s'organiser pour avoir quelque part des formes de substituts de récépissés de contrôle. Ce sont les smartphones, ce sont les témoignages. Et on l'a vu avec l'affaire Théo. Il y a des images, il y a un dossier médical. Et vous avez, il faut le dire quand même, parce que ça existe, on pourra parler de la culture policière et pourquoi ça fonctionne comme ça, mais il y a quelquefois des policiers extraordinaires, puisque entre les deux, entre le smartphone et le dossier médical, il y a un policier quand même qui dit à ses collègues « Non, non, là, il a un vrai problème, il faut l'emmener à l'hôpital ». Et voilà ce que je peux vous dire sur cette longue marche. Il faut rappeler, parce que c'est toute une bataille, c'est comme les grandes batailles, y compris dans d'autres pays, sur la discrimination. Je me souviens dans l'histoire courte pour l'instant de Mediapart, un des premiers scoops entre guillemets dont on était fier était un scoop institutionnel fait par des chercheurs du CNRS, on va en parler, et c'était en même temps que le New York Times, nous avions publié cette enquête très concrète faite dans le métro parisien, à Châtelet, avec l'aide de Open Society, mais les chercheurs du CNRS français, et Fabien Chauvard et René Lévy, qui, donc, avec toute une équipe, avec justement les smartphones avec des codes, regardaient en plein plan Vigipirate qui était contrôlé. Et puisque ce que ça mettait en évidence, c'était que si on avait telle apparence, une apparence d'être barbu, une apparence d'être avec d'origine africaine, antillaise, d'avoir la peau plus foncée que d'autres, une apparence d'être un jeune un peu, etc. Une apparence qui renvoie à l'idée d'une religion, l'islam en l'occurrence. On se retrouve avec cette discrimination objective, avec des statistiques, mais je pense que notre ami sociologue se souvient, je sais, j'étais entre 7 et 11 fois plus, non pas de chance, mais d'être contrôlé, et avec des pratiques, on le sait aujourd'hui, de plus en plus, c'est documenté, le tutoiement, voire nous avons publié une enquête, des insultes homophobes, des humiliations dans l'ordinaire de cet arbitraire du contrôle. Et c'est encore la seule enquête, je crois, de qualité de cette envergure-là qui existe, il n'y en a pas encore. Je voudrais juste ajouter, parce que c'est effectivement une institution qui devient très importante, le défenseur des droits, à la fin de l'année 2016, a trouvé que le rapport était de 20 contrôles supérieurs concernant les habitants ou les Français considérés et perçus comme noirs par la police, ou arabes versus le référent. Parmi tout ce qui a bougé, l'engagement du défenseur des droits et de Jacques Toubon doit être souligné. Salué. Qui a d'ailleurs été entendu lors du procès contre l'État. Il a fait des observations et à la Cour d'appel et à la Cour de cassation, tout à fait. Jérémy Gauthier, on va vous donner la parole. Vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « Origine contrôlée, la police à l'épreuve de la question minoritaire à Paris et Berlin ». Vous y analysez à partir d'enquêtes de terrain les ressorts des conflits entre les policiers et les habitants. D'abord, quel est le résultat de ce travail que vous avez mené ? Alors peut-être pour une approche comparative, du coup, entre d'un côté ce qui se passe ici et à Berlin. D'accord. Peut-être avant de donner les résultats de cette enquête, Slim Banachour a fait un point sur la situation du côté du droit et a montré que les choses avaient quand même bougé. Et j'aimerais dire que du côté des sciences sociales, depuis maintenant une dizaine d'années, les choses ont bougé aussi. C'est vrai qu'au moment des rébellions urbaines de 2005, on disposait, les sociologues, les politistes, de peu de données, peu d'enquêtes.
Et depuis maintenant 10 ans, on dispose, alors vous avez cité l'enquête du CNRS qui est une enquête très forte parce que c'est une enquête qui donne des chiffres, des statistiques. Également l'enquête du défenseur des droits. Des enquêtes comparatives France-Allemagne qui ont également été menées avec partie quantitative. On dispose également d'un ensemble de travaux nous on appelle qualitatifs, c'est-à-dire des enquêtes de terrain. Du côté de la police, je pense par exemple à l'ouvrage de Didier Fassin, la force de l'ordre, mes propres enquêtes ainsi que celles d'autres collègues. Et voilà, maintenant on a un certain nombre de chercheurs, de disciplines un peu différentes, avec des méthodologies un peu différentes, mais avec des résultats qui vont tous un peu dans le même sens. On commence à avoir des données un peu solides. Ces données, elles montrent que effectivement, il existe un certain nombre de biais dans les pratiques des contrôles d'identité et plus généralement dans certaines pratiques policières dans les quartiers populaires, puisque c'est la thématique de ce soir. Alors moi, j'ai travaillé à partir d'enquêtes que nous on appelle ethnographiques, enquêtes de terrain auprès de policiers, auprès de policiers qui interviennent au quotidien. Donc on parle là de ce qu'on appelle la police de sécurité publique, les voitures de police qu'on voit au quotidien dans la rue, les brigades anticriminalité dont on parle beaucoup en civil, les brigades spécialisées de terrain, donc c'est la brigade mise en cause dans l'affaire de Nez-sous-Bois et l'affaire Théo. Et voilà, j'ai interviewé et suivi des policiers. Et c'est vrai que ce que je constatais, alors je nuancerais peut-être cette idée de déni de la question de la discrimination et du racisme. En fait, ce que je constatais en passant beaucoup de temps avec des policiers que même appellent de la base, donc les gardiens de la paix et les brigadiers, pour aller vite, c'est que en fait, la question des origines, la question de la culture, elle est très prégnante dans le quotidien policier. Elle l'est entre les policiers eux-mêmes, puisque j'ai interviewé aussi beaucoup de policiers noirs ou maghrébins qui me faisaient part de certain nombre de problèmes qu'ils avaient rencontrés au cours de leur carrière, depuis l'école de police, leurs premières affectations, etc. Et elle est aussi prégnante dans la manière dont les policiers parlent de leur clientèle, comme ils me disent parfois, des gens auxquels ils ont affaire. Là où on peut parler de déni, c'est qu'effectivement, cette thématique qui agite un peu la base policière, une fois qu'on passe au niveau de la hiérarchie, des officiers, des commissaires, elle est niée. Effectivement, là, on peut parler de déni. Tout va bien. Pas de problème de racisme au sein de l'institution, pas de problème de contrôle discriminatoire. Tout ça n'existe pas, c'est des accusations mensongères, exagérées. Nous, on fait notre boulot. Bon. Alors très rapidement sur la comparaison franco-allemande, ce qui m'a marqué quand j'ai fait le même type d'enquête du côté allemand, c'est que je me retrouvais dans un monde policier un peu exotique pour moi, très différent en tout cas de ce qui pouvait se passer en France, notamment parce que la définition dominante du travail policier dans les commissariats où j'étais, elle était axée sur les stratégies de prévention, de médiation, ce que les Allemands appellent la désescalade, essayer de résoudre des conflits, de faire baisser le niveau de violence lors des interactions policières. Et c'est vrai que la pratique du contrôle d'identité était extrêmement plus faible que ce que je pouvais observer du côté français. Mais quand vous dites la désescalade, c'est concrètement, ça s'organise comment c'est à Berlin d'ailleurs, dans les quartiers populaires par exemple, à Berlin, ouais. Comment ça s'organise ? Alors il y a différentes choses. En sécurité publique, quand on parle de désescalade, pour les policiers, ça s'applique aussi bien à eux-mêmes, c'est-à-dire quand ils se retrouvent dans une situation où ils sont pris à partie, agressés, provoqués. Alors eux-mêmes ont été formés à certaines techniques qui passent par la parole, par la gestuelle, par éventuellement le retrait, pour que la situation ne dégénère pas en violence, en échange de coups et en interpellation. Un des buts de ces stratégies, c'est de limiter en fait le nombre d'interpellations et le nombre en maintien de l'ordre aussi, ils ont cette culture de désescalade, puisqu'ils préviennent toutes les phases de maintien de l'ordre, ils communiquent énormément avec les manifestants, donc ça permet effectivement de faire la désescalade. C'est vrai que... Mais ma question à vous deux, aux policiers et aux chercheurs qui fréquentent des policiers de terrain, c'est quand même comment expliquez-vous ce sentiment que nous avons quand même, c'est qu'il y a un vrai problème spécifiquement français
dans la pratique policière de plus en plus, qu'il s'agisse du maintien de l'ordre, on a vu le temps des manifestations sur le travail, et de cet acte quand même ordinaire qui, vis-à-vis de la jeunesse, est d'une très grande violence. C'est un acte arbitraire, ce contrôle d'identité, alors que, comme vous le disiez sur l'expérience allemande, mais on pourrait en prendre d'autres, on est resté encore dans cette campagne, dans cette tradition d'une police de proximité, d'une police au plus près de désescalade, de prévention, etc. Pourquoi il y a ce sentiment d'une évolution française, d'un durcissement français du côté, en clair, de ce qu'on peut ressentir, nous, citoyens, comme un arbitraire policier? Parce qu'en fait, c'est la société en fait, qui est comme ça, j'ai envie de dire. La société est quand même très injuste. On a regroupé plusieurs populations dans des quartiers populaires, finalement, et dans certains quartiers, on vit bien, on ne regarde pas ce qui se passe finalement dans les quartiers populaires, on fiche un petit peu. On met des policiers, finalement, qui ne connaissent rien du terrain, on les largue là-dedans et ils font ce qu'ils veulent. Je ne pense pas que les policiers... La ghettoisation, elle existe aussi dans certains quartiers en Allemagne, donc c'est quoi qui fait que... pas autant. C'est quand même quelque chose qui est quand même très fort. Et j'ai envie de dire, si on veut aussi diminuer les contrôles d'identité, il faut aussi se poser les bonnes questions, savoir pourquoi il y a autant de contrôles d'identité. C'est énormément lié à la recherche de stupéfiants. Il va falloir peut-être aussi se poser la question dans ce pays, si oui ou non, il va falloir légaliser certaines drogues, puisque forcément ça pose un gros problème au niveau des trafics, au niveau donc des contrôles d'identité, mais aussi au niveau de cette jeunesse qui s'identifie plutôt à certains petits caïds dans certains endroits, au lieu d'avoir un exemple autre chose que ça. Donc il faut aussi que ces quartiers puissent donner les moyens qu'ils puissent s'en sortir, parce que faut arrêter aussi... Une enquête que nous avons traitée récemment de confrères ou consoeurs qui viennent du Parisien sur justement les trafics à Saint-Ouen va dans votre sens, c'est-à-dire comment l'obsession du trafic de cannabis entraîne toutes sortes de pratiques. Mais ça ne répond pas à la question, les discriminations et les inégalités existent dans d'autres sociétés. Oui, la société allemande comporte son lot d'inégalités et son lot de ségrégation urbaine, ethnique et sociale. En fait, moi, je pense que la police, je dirais pas c'est la société, on peut dire aussi c'est le politique. En fait, la police, on peut lui assigner différents rôles. La police, c'est une institution extrêmement hétérogène. Il y a quand même des grandes différences entre le gardien de la paix en bac, le plaintier qui enregistre les plaintes, l'officier. Enfin voilà, c'est une institution très diverse. Et je pense qu'en France, on a privilégié, choisi un modèle d'intervention policière. Les policiers utilisent ils parlent de modèle de police d'anticriminalité, c'est-à-dire une police de sécurité publique qui est focalisée sur la lutte contre la délinquance. Et finalement, cette police de sécurité publique, pour remplir ce rôle-là, de quoi elle dispose comme outil? C'est pas une police judiciaire qui a le temps d'enquêter, qui a des moyens, enfin voilà. Le contrôle d'identité est pensé par beaucoup de policiers comme l'outil central dans la lutte contre la délinquance. Et souvent, l'usage du contrôle d'identité repose sur un pari, surtout chez les jeunes policiers, qui consiste à dire c'est qu'en contrôlant qu'on va finir par tomber sur une affaire. Oui, parce qu'on va mettre une pression sur les policiers, le Premier ministre aussi. Maintenant, les policiers de base n'ont pas cette culture d'aller franchement discriminer. Elle est malheureusement dans certains quartiers, elle manque de formation, elle ne sait pas, elle sait pas trop où elle va, j'ai envie de dire, et forcément donc elle contrôle. Alors il faut savoir quand même que les contrôles sont quand même basés aussi par la justice. La justice donne aussi certaines zones où on peut contrôler, donc c'est quand même assez encadré aussi. Slimane Benachou, ouais. Non, alors, je pense qu'on va probablement arriver à... Alors il y a Théo et puis il y a un tournant, on ne nous le dit pas, mais les autorités savent, parce qu'il y a deux études qui ont été menées dans le Val d'Oise et du côté de Montpellier. On a étudié le taux d'élucidation d'infractions à la suite de contrôles que les policiers appellent contrôle de routine, que les jeunes appellent contrôle au faciès, et on s'est aperçu que dans 95% des cas, les contrôles ne permettent de ne révéler aucune infraction. 95%. 95%. Alors la chose qui est extraordinaire, c'est que c'est exactement les mêmes... C'est pas rentable, en clair. Voilà, alors, alors c'est exactement les mêmes pourcentages qui ont été constatés il y a 5 ans à New York. Mais à New York, en 2011, on faisait 800 000 contrôles dans les 5 quartiers new-yorkais.
En 2015, on n'en fait plus que 22 000, moins 97%. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que c'est donc une activité, c'est le gros de l'activité policière, la patrouille. C'est donc une activité qui ne sert à rien, Bien sûr. qui est donc coûteuse et qui est dangereuse. Qui est dangereuse, pas simplement pour les policiers, mais bien évidemment, on l'a vu dans l'affaire Théo et pour mes clients, pour tout le monde. Et je dirais, le meilleur exemple, alors historiquement, c'est Ziad Ebouna. Hein, c'est dangereux pour Ziad Ebouna. Ça a coûté je ne sais pas combien de millions d'euros à la communauté nationale, et ça ne sert à rien. Donc ça, c'est la première observation que je voulais faire. Une deuxième, on nous dit qu'il n'y a pas nécessairement de discrimination. Très bien. Il n'empêche quand même qu'on peut dire depuis 30 ans, les politiques publiques ou les politiques en général, n'y arrivant pas sur le plan économique ou sur le plan sociétal, ont une spécialité, c'est cibler les populations des quartiers, pour des raisons sociales, pour des raisons ethniques. Et donc, on a quand même un arsenal, pas simplement pénal, qui fait que quand vous ouvrez le 20h, on en parlait tout à l'heure, en général, on a des informations sur les quartiers. Et elles sont en général plutôt anxiogènes, elles ne sont pas positives. Elles sont négatives. Voilà. Eh bien, ça, cette culture permise au niveau des policiers, vous parliez des textes 78.2, l'article du Code de procédure pénale, il est extrêmement lâche. Puisque, en gros, et pour faire pas totalement dans la caricature, dans certains quartiers ou pour certains policiers, un petit noir plus un petit arabe qui joue avec un ballon de football, vous voyez l'équation, eh bien, c'est déjà un risque à l'ordre public. Et donc vous avez ensuite, je dirais c'est le troisième élément, hein, la superstructure, l'article 78, et ensuite l'affect et les pulsions des policiers. Et là, on parlera peut-être de comment le vote des policiers, ou en tout cas cette culture qui peut s'exprimer dans les quartiers. On ne sait pas le vote des policiers. Ouais, il y a cette étude du CEVIPOF quand même. Non, mais après ça j'y crois absolument, parce qu'elles ont été faites dans une caserne de l'armée à Satori, et il n'y a aucun policier qui est voté. C'est plus militaire. Il nous reste très peu de temps, on va peut-être laisser la parole à... Parce que France Police, qui est un syndicat qui est proche du Front National, a fait 0,5 aux élections professionnelles. Il nous reste 5 minutes, on a très peu entendu David Traoré, on voudrait entendre Adama Traoré. Il y a eu Sur un votre collectif mouvement, justement. citoyen et policier. Non, je n'ai pas créé collectif citoyen et policier. Non, On a non, été mais approché par un avez- collectif voilà. qui s'appelle citoyen et policier. Mais déjà, je vais revenir par rapport au fait que beaucoup de policiers, entre guillemets, soient proches du Front National. Moi, je vais plutôt parler du syndicat de police Alliance Police Nationale, qui est clairement politisé et qui est très proche du FN. Et je pourrai en parler, j'espère, un jour avec eux. Et sur votre Et démarche, par du rapport- coup, de rencontrer Non, mais moi, je vais ce plus parler par collectif rapport citoyen. au contrôle de police que j'ai vécu et j'ai failli y rester. Par rapport à ce genre de contrôle de police. Ouais. À un moment donné, il ne faut pas oublier, putain, j'entends noir, arabe, tout, etc. Et ça, la vraie problématique. Nous sommes juste des citoyens français. À partir du moment où on est né en France, il y a des immigrés en situation régulière. Basta. Et à un moment donné, lorsque déjà, que nous-mêmes, on met les mots noirs, arabes, automatiquement, on crée une différence. Maintenant, il ne faut pas oublier, nous sommes des enfants de la République. Nos pères et nos mères sont les présidents et les élus. Parce qu'à preuve du contraire, ils sont soi-disant un papa et une maman protègent ses enfants. Eux, ils font de la démagogie à des fins électoraux pour du pouvoir et surtout pour de l'argent. C'est ça la vraie problématique de la France, comme disait ce monsieur. Maintenant, pour venir au contrôle d'identité, j'ai failli y rester clairement. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, comment on peut contrôler une personne lorsqu'on la connaît ? La plupart des jeunes de quartier, quand ils se font contrôler par des policiers qui les connaissent. Qui les connaissent, ouais. C'est ça la réalité. C'est ça, à un moment donné, on peut parler pendant 100 ans, mais il faut se poser les vraies questions. Et lorsqu'à un moment donné, les médias et les politiques ne vont pas se poser les vraies questions, on ne pourra jamais avancer, tout simplement. Mais vous, justement, Maintenant, vous essayez d'avancer voilà, maintenant, avec j'essaie votre d'avancer. collectif. Voilà, maintenant Et- j'essaie d'avancer avec... on a eu la chance, par rapport au fait qu'on essaie vraiment de faire comprendre la révolution est en marche. Ce n'est pas une révolution, on va prendre les armes, on va les tirer sur tout le monde. Non, la révolution est en marche, c'est une révolution de penser, de vivre ensemble et surtout de faire ensemble. Et par rapport à ça, on a été approché par un collectif citoyen et policier qui nous a contactés, qui a essayé de faire avancer les choses. Ils sont venus chez moi, carrément, à mon domicile fixe. Ce sont des policiers. Ah oui, des policiers, notamment un policier qui s'appelle Fabien, qui est énorme, qui a un grand cœur, qui est sincère et qui est intègre. C'est ça le plus important. Et la démarche, alors, Et c'est la quoi ? démarche, en fait, compte, c'est qu'on essaie de faire des propositions que nous allons donner au maire d'Aulnay-sous-Bois, qui est M. Béchiza, et j'espère qu'il va soumettre à la police municipale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse démagogie qui est faite par beaucoup de politiques disant comme quoi Sarkozy a arrêté la police de proximité. Mais ce qu'à preuve du contraire, si quelqu'un arrive à me dire le contraire aujourd'hui ici, c'est que chaque maire, la plupart des maires, ils ont la police municipale et cette police municipale peut faire en guise de police de proximité. Et ce n'est pas fait. Au contraire.
c'est qu'il y a beaucoup de polices municipales aujourd'hui veulent être armées, etc., etc., etc. Et c'est ça le gros du problème. Et avec citoyens et policiers, des habitants, des associations qui luttent contre quelques violences policières qui ont été mises en place par des individus qui ne méritent pas l'uniforme bleu, on va essayer de tous ensemble réfléchir à essayer d'avoir des réelles propositions pour faire le rapprochement population-policier, car nous sommes juste tous des citoyens français. Juste, on arrive au terme, hélas, des 3 quarts d'heure qui nous étaient donnés pour ce premier débat, puisqu'on a commencé un peu en retard. Sim Benachour, on est dans une élection présidentielle. Vous avez parlé dès le début de la déception créée en 2012 pour cette proposition numéro 30, qui était qui est ce récépissé, qu'on sache pourquoi il y a des contrôles, que la police se contrôle elle-même, qu'on puisse la contester, y compris pour aider le travail des policiers, pour qu'ils ne soient pas en rupture avec la population. Qu'est-ce que, et en quelques mots, très brièvement, vous et les autres, diriez aujourd'hui sur cette question, quelle serait la demande aux candidats à la présidence de la République ? Tout d'abord, de mettre le récépissé de contrôle en place, ça ne suffit pas. Il faut modifier le texte légal. Il faut former les policiers. Parce qu'aujourd'hui, les policiers s'inscrivent plus dans un service à l'État que dans un service public. Donc il faut changer le paradigme. Un service à la population, oui, vous voulez dire. Oui, un service public, c'est-à-dire... On politise trop la police, le problème il est là. Et donc que la police soit véritablement républicaine, parce qu'elle est républicaine pour certains, elle n'est pas républicaine pour une grande partie. Voilà, c'est ce que je dirais. Mais... D'accord avec cette motion de synthèse ? Oui, d'accord avec cette motion de synthèse. Et je pense que, comme vous venez de le dire, on peut aussi s'appuyer sur des policiers qui défendent au sein de l'institution des tâches de service public, des tâches de service au public et qui répondent aussi à une demande sociale. Je pense là, je veux dire, les commissariats, les salles d'attente sont pleines toute la journée, les plaintes, voilà, les plaintiers n'arrêtent pas d'enregistrer des plaintes. C'est aussi, et après, tout un travail de prévention qui est possible et qui serait possible de valoriser politiquement, institutionnellement. Après ce premier temps sur la police et la relation avec la population, la sécurité, on va passer à un deuxième temps qui est enseigner dans les quartiers populaires avec une expérience, une directrice d'école, une enseignante qui enseigne en Seine-Saint-Denis.